bonsoir à tous. 4 ans après l'arrivée du professeur Faustin Archange Touadéra à la tête de la République centrafricaine, une question taraude l'esprit des populations et la communauté internationale. La paix et la stabilité chères aux Centrafricains sont-elles une réalité palpable? Comment la situation sociopolitique et économique s'est-elle améliorée en 4 ans? Comment le parti au pouvoir, le mouvement Cœur Uni, compte-t-il soutenir la candidature du professeur Faustin Archange Touadéra dans la conquête d'un deuxième mandat présidentiel? À l'heure du bilan, nous recevons dans cette émission spéciale, réalisée en plein cœur de Bangui, la capitale centrafricaine, le secrétaire exécutif national du mouvement Cœur Uni. Il est par ailleurs un ministre d'État, conseiller spécial du chef de l'État et ancien premier ministre, Simplice Mathieu Sarandi, invité de l'émission spéciale réalisée en plein cœur de Bangui. Simplice Mathieu Sarandi, bonsoir. Bonsoir. Et pour mener à bien cet entretien avec vous, je suis en compagnie de Serge Alain Autou. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir professeur. Simplice Mathieu Sarandi, bonsoir une fois de plus. Vous êtes professeur d'université et vous étiez, on va le dire comme ça, le tout premier ministre du professeur Faustin Archange Touadéra. Dites-nous dans quel état d'esprit vous trouvez la maison République centrafricaine lorsque vous êtes porté à la tête du gouvernement centrafricain. Merci infiniment. Une fois de plus, je tiens à vous dire que l'engagement qui est le nôtre, celui du professeur Faustin Archange Touadéra et de moi-même, de faire notre entrée en politique résulte d'un constat que nous avions eu l'occasion de pouvoir faire. La situation de notre pays, après la chute du président François Bozizé Yangou-Vanda, je tiens à rappeler que lorsque le président François Bozizé Yangou-Vanda était à la charge de la République centrafricaine, professeur Touadéra était recteur de l'université de Bangui. Et moi-même, votre humble serviteur, j'étais à ses côtés comme secrétaire général de la même institution. La Providence a voulu que professeur Faustin Archange Touadéra soit nommé Premier ministre. Et il a souhaité que je sois à ses côtés comme ministre directeur de cabinet. Nous avions eu l'occasion de travailler pendant 5 années ensemble, jusqu'à l'arrivée des Séléka, qui ont mis un terme au magistère du président François Bozizé Yangou-Vanda. Le pays était dans la situation que tout le monde connaît. Ce n'est pas à vous autres, nos frères camerounais, que je vais l'apprendre. Le pays était sens dessus, sens dessous. Il fallait relever le défi. Je tiens aussi, par cette même occasion, à présenter toute ma gratitude à la communauté internationale, aux pays amis et aux pays voisins, qui ont volé au secours de la République centrafricaine lorsque ce pays traversait des moments difficiles. Langue a été prise pour que les élections aient lieu en 2015. Nombre de nos compatriotes s'étaient engagés à participer à ces élections-là. Je parle de l'élection présidentielle et des élections législatives. Un des nôtres, un compatriote, qui a eu à faire ses preuves en République centrafricaine, la personne du professeur Faustin Archange Touadéra, comptait parmi ces candidats-là. Le peuple centrafricain, mature, a porté son choix sur lui. Il a été élu président de la République, chef de l'État. Il a bien voulu me prendre à ses côtés comme Premier ministre. J'étais donc son premier ministre. Nous avions eu à travailler ensemble pendant 3 années révolues, jusqu'à ce que je puisse céder mon fauteuil à un compatriote qui l'occupe en ce moment. Monsieur le Premier ministre, lorsque vous prenez la tête du gouvernement, quel est l'état des lieux de l'administration publique en Centrafrique? Dans quelle situation trouvez-vous le pays lorsque vous prenez la tête du gouvernement en 2016? À l'entame de mon intervention, j'avais pris la peine de remercier la communauté internationale et les pays amis, les pays voisins. Pourquoi?
Notre administration n'existait pas. Si elle existait, elle était dans une déliquescence avancée. N'eût été la communauté internationale, n'eût été l'apport des pays amis, des pays voisins, que le pays ne sera pas aujourd'hui vivant. Lorsque j'avais hérité de ce magistère de la tête du gouvernement, à ma qualité de premier chef du gouvernement, il fallait, sous la férule du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, il fallait se battre, il fallait suer pour reconstituer nos administrations, reconstituer le tissu administratif de notre pays. Soit dit en passant, notre armée, pas notre armée, notre administration a été assumée pour la plupart par la communauté internationale. L'école n'existait quasiment pas, le système sanitaire n'existait quasiment pas, l'administration proprement dite n'existait quasiment pas, et il a fallu faire appel aux différentes organisations non gouvernementales et internationales pour pallier cette carence-là constatée. Quelle est la nature de ces soutiens que vous avez reçus de la communauté internationale? Lorsque vous parlez d'une assistance qui vous a été apportée au moment où vous arrivez à la tête du gouvernement, quelle est la nature des différents soutiens que vous avez reçus? Vous savez, lorsque votre pays traverse des situations difficiles comme celles que nous avons connues en son temps, je prends l'exemple de la santé. Le système sanitaire n'existait quasiment pas. N'eût été la présence des ONG internationales comme Médecins sans frontières, que sais-je encore, qui ont véritablement suppléé à ce que nous devions faire localement pour pouvoir avoir un système sanitaire digne de ce nom. Même en matière alimentaire, sur le plan alimentaire, c'était difficile. Les paysans, la paysannerie n'avaient pas la possibilité de vaquer à ces occupations. Il a fallu que la communauté internationale nous apporte ce dont nous avons besoin pour notre alimentation. La situation était difficile. L'administration était dans une déliquescence avancée. Donc, il fallait se battre pour reconstituer le tissu administratif, reconstituer le tissu social et le tissu économique et même sécuritaire. Justement, Monsieur le Premier ministre, vous dites que vous êtes battu pendant ces années-là, c'est-à-dire de 2016 à 2019. Comment comprendre donc que vous soyez débarqué par votre collègue? Qu'est-ce qui explique votre départ à la tête du gouvernement? Débarqué par un compatriote? Non. J'ai été Premier ministre pendant près de 3 ans, Oui. Ce qui est tout à fait normal. Il n'est pas dit que c'est un métier, c'est une fonction que j'ai eu à assumer. Oui. Le chef de l'État a jugé utile de me confier d'autres charges. Je suis à ses côtés, je suis ministre d'État conseiller spécial du président de la République. Vous pensez que c'est une sinécure? Et vous êtes également à la tête du mouvement Cœur Uni, secrétaire exécutif national, ce qui est une lourde charge. Il est tout à fait indiqué que nous devions aussi porter sur les fonds baptismaux une structure politique qui devait soutenir le chef de l'État. Et mes amis, membres de ce parti politique-là, m'ont jugé capable de pouvoir assumer cette responsabilité. Parce que lorsque le candidat, professeur Faustin Archange Touadéra, a été élu président de la République, chef de l'État, n'oubliez pas qu'il n'était que candidat indépendant. Ouais. Il n'y avait pas une machine politique qui le soutenait. Oui. Il est tout à fait de bon endroit pour nous de créer une formation politique, un parti politique pour soutenir ces actions. C'est ce que nous avons fait en novembre 2018. Et mes amis m'ont jugé capable de pouvoir prendre la tête de ce parti politique-là. C'est ce que je fais en ce moment. Justement, vous êtes le secrétaire exécutif national et le 20 septembre dernier, vous avez le mouvement Cœur Uni a décidé de porter le professeur Touadéra comme candidat de la prochaine élection qui aura lieu le 27 décembre prochain. Qu'est-ce qui a véritablement motivé ce choix-là? Pourquoi choisir le professeur, le président Touadéra? La mission dévolue à chaque parti politique, c'est de pouvoir
s'intéressait, s'occupait de la politique dans son pays. Lorsque, en 2015, celui que nous avons soutenu, qui était candidat indépendant, en la personne du professeur Faustin Archange Touadéra, candidat indépendant, soit dit en passant, il n'était pas soutenu par une machine politique. Mais une fois élu, nous, qui l'avons soutenu à l'époque, et nous sommes nombreux dans ce cadre-là, avons réfléchi pour dire il faudrait porter sur les fonds baptismaux une machine politique, un outil politique, un parti politique. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait en novembre 2018 en créant le parti politique dénommé Mouvement Cœurs Unis. La mission de ce parti politique, c'est de soutenir les actions du président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra. Il était tout à fait indiqué que nous puissions créer ce parti politique-là. Et c'est ce que nous faisons. Parlons justement de ces actions, puisqu'on est à l'heure du bilan, monsieur le ministre. Vous avez évoqué l'aide de la communauté internationale, mais nous aimerions savoir ce que vous avez fait concrètement en tant qu'acteur politique à la tête du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations centrafricaines. Entre le moment où vous prenez la tête du gouvernement et au moment où vous êtes appelé à assumer d'autres charges, qu'est-ce que concrètement a été fait en termes d'action? Je ne vous souhaite pas d'être à ma place à l'époque. Lorsque nous avons pris ce pays, lorsque nous avons pris la tête du gouvernement de la République centrafricaine, nous avons eu à travailler sous la férule du professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Les choses n'étaient pas aussi faciles. L'armée était en déliquescence, n'est-ce pas? L'armée était en déliquescence. C'était la MINUSCA, troupe des Nations Unies, qui faisait office de l'armée centrafricaine. Mais on est mieux servi que par soi-même. Nous ne pourrons pas rester les bras croisés en comptant que sur la seule MINUSCA. Il est tout à fait indiqué que nous aussi, centrafricains, nous devons prendre nos responsabilités pour reconstruire notre armée nationale, notre police nationale, notre gendarmerie nationale. Vous pensez, ce n'est pas la sinécure. On s'était attelé à faire cela. On l'a fait timidement, mais maintenant cela commence à prendre forme. En matière d'administration aussi, administration publique, comme je vous l'avais dit, l'autorité de l'État était quasiment inexistante sur l'ensemble du territoire. On ne peut pas attendre que ce soit les ONG internationales qui se comportent en succédanés de nos institutions nationales pour gérer le pays. Le seul mot d'ordre que le chef d'État m'avait donné lorsque j'étais Premier ministre, c'était de nous battre pour que l'autorité de l'État, à travers ses administrations, soit rétablie sur l'ensemble du territoire. Les préfets, les sous-préfets ont été nommés. Au niveau de l'armée, les commandants de brigade, les commissaires de police et tout, avec les troupes qui les accompagnent, ont été désignés. Petit à petit, on a vu comment les choses commençaient à prendre forme. Voilà ce que j'étais à dire. Justement, monsieur le Premier ministre, comment on réussit à rétablir l'autorité de l'État lorsqu'une bonne partie du territoire est contrôlée par des groupes armés? C'est ça, la tâche la plus difficile qui nous incombait. Mais vous savez, l'autorité de l'État, ce n'est pas un vain mot. L'autorité de l'État prend aussi racine dans la présence des hommes, dans la présence des femmes, dans leur lieu d'affectation. L'autorité de l'État, ce n'est pas le fait d'envoyer des porteurs de tenue, ci et là. Non, il y a aussi l'administration, les administrations publiques, qui devraient aussi être présentes de nos populations, comme on le dit gouvernement, comme on le dit couramment. On gouverne de loin, mais on gère de près. Gérer, c'est aussi avoir des fonctionnaires de l'État, ceux qui relèvent de l'État, qui soient proches de nos populations. Voilà, c'était la tâche qui nous incombait au niveau du gouvernement. Et la question de la sécurité intérieure, avec ces groupes armés qui ont sémé la terreur durant de nombreuses années ici en Centrafrique, plusieurs accords ont été négociés. Est-ce que pour vous, le regard que vous portez aujourd'hui sur la Centrafrique, vous pouvez dire avec assurance que la situation sécuritaire est stable, qu'il y a la paix ici en Centrafrique? Vous avez reconnu que je suis professeur des universités, je suis enseignant.
Notre maxime est claire. Mieux vaut convaincre que vaincre. Ceux qui pensent que c'est sous la mandature du président Touadéra que les groupes armés écument le pays, cela se trompe. Nous avons hérité de cela. On a hérité d'un fait qui est là. Les groupes armés qui écument tout le pays, les groupes armés qui commettent des sévices, des supplices à nos populations. On est venu, on a constaté les faits. Que faire? Ce sont les groupes armés qui ont fait partie du président Bozizé. Sous la transition, les groupes armés existaient. Après les élections, les groupes armés sont toujours là. Nous avons hérité de ce qu'on appelle trivialement la patate chaude. Ce n'est pas parce que les choses ont commencé sous les autres magistères qu'on va balayer ça d'un regard de la main. Oui, mieux vaut convaincre que vaincre. C'est pour ça que le chef de l'État s'est engagé, le professeur Fossé Arkan Touadéra, au lieu de s'engager dans la voie d'affrontement militaire pour établir la paix, il a préféré convaincre par la parole. Voilà là où nous en sommes en ce moment. C'est pour ça que les accords sont signés. Les accords sont signés. Les négociations ont commencé depuis fort longtemps. On a privilégié la voie du dialogue et non la voie des armes pour résoudre les problèmes centrafricains. Menteur celui qui dira que le président Touadéra avait opté pour la voie des armes pour établir la paix en République centrafricaine. Mais quels sont les résultats de ces multiples dialogues, accords avec les groupes armés? Certains ont même fait partie d'un gouvernement et ensuite d'autres peuvent être candidats à condition d'avoir déposé des armes, mais la situation sécuritaire reste toujours fragile selon les Nations Unies. Qu'est-ce qui explique qu'on peine à bouger les lignes sur ce point précis? C'est une œuvre humaine qui, par nature, est perfectible. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Ce n'est pas en brûle pour point qu'on va convaincre les gens à revenir à la raison, sinon au bon sentiment. Je tiens à vous dire que si vous étiez arrivé en Centrafrique il y a quelques années en arrière, la situation n'est pas celle que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des poches d'insécurité ici et là, même dans Bangui intramuros. Voilà. Si vous faites le constat, les quartiers étaient clivés, Bangui était clivé. Les gens ne pouvaient pas quitter un arrondissement pour aller dans un autre. Aujourd'hui, les gens se promènent dans la ville de Bangui allègrement, sans s'inquiéter de rien. Ça, c'est déjà quelque chose de gagné. Ça, c'est à force de pouvoir convaincre la population, convaincre ceux qui détiennent les armes illégalement, que nous sommes arrivés à ce résultat-là. Monsieur le Premier ministre, vous parlez justement de Bangui. On sait que c'est un peu comme un volcan. Nous entendons souvent parler de kilomètre 5, un quartier majoritairement musulman. De temps en temps, des petites incursions. Vous parlez de la circulation des armes. Quelle est la réelle situation de Bangui aujourd'hui? Je ne suis pas de ceux qui pensent que la situation que nous vivons dans notre pays là, est fondée sur une appartenance religieuse. Faux. C'est vrai, la géographie a fait que nous avons nombre de nos compatriotes musulmans qui habitent le kilomètre 5, mais il n'y a pas que. Oui. Nous avons aussi les chrétiens qui habitent le kilomètre 5. On retrouve les musulmans et les chrétiens dans tous les quartiers de Bangui. Ce n'est pas qu'au niveau des kilomètres 5. C'est vrai, il y avait quelques brebis galeuses qui sévissaient au niveau du kilomètre 5. Est-ce que le président Touadéra a un jour ordonné qu'on fasse la guerre à ceux-là? Non. Il n'a pas demandé qu'on fasse la guerre à ceux-là. Ce sont des compatriotes qui sont égarés par la force de la parole. On peut les convaincre. On les a convaincus. Faites un tour au kilomètre 5, vous verrez que ça grouille du monde. Alors qu'il y a quelques mois, années en arrière, on ne pouvait pas aller au kilomètre 5 sans pour autant se poser des questions sur sa vie, sur sa sécurité. Les choses rentrent dans l'ordre, mais petit à petit, comme il avait dit tantôt, c'est une œuvre humaine qui, par nature, est perfectible. C'est petit à petit qu'on va gagner le pari. Au-delà de Bangui, justement, on reste sur la capitale, certes, vous parlez d'une situation relativement calme et sous contrôle des autorités centrafricaines, mais qu'en est-il au-delà de la capitale, dans le reste du pays? Naturellement, au niveau de la capitale, au niveau de nos provinces aussi, il y a des poches d'insécurité ici et là, je ne peux pas ne pas le reconnaître, mais ce qui est là, c'est que, comme je vous dis, c'est une œuvre humaine.
quand on convainc un homme, ce n'est pas tout de go comme ça qu'il va entendre raison. Il faut du temps. C'est petit à petit que l'homme là-bas entende raison pour revenir au bon sentiment, si je puis le dire. C'est vrai que dans nos provinces, il y a des groupes armés qui contrôlent une partie de notre territoire, mais moi, je puis vous dire, toutes les victoires qui sont acheminées sur le Bangui viennent de ces provinces-là, là où c'est contrôlé par les groupes armés. Mais le travail se fait. À force de persuasion, ils comprendront qu'il ne servira à rien de se complaire dans cette logique-là, dans cette dynamique guerrière-là. Il faut qu'ils reviennent à la raison pour que le pays soit en paix. Et ils ont tout à gagner, et même à profiter des dividendes de la paix. Monsieur le secrétaire exécutif du mouvement Cœur Uni, dans quelques jours, ce sera la présidentielle. Et un peu avant jeudi, je le dis pourquoi, parce que c'est ce jour-là que la candidature de l'ancien président François Bozizé a été invalidée. Et ceux qui maîtrisent le landerneau politique centrafricain annonçaient une bataille du côté de Bossangoa, dans la région de l'Ouam. Un fief, Bossangoa, qui est un fief du Kwanakwa. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'invalidation de la candidature de François Bozizé, le MCU peut faire des ravages là-bas? Je puis vous dire qu'il y a quelques semaines, quelques jours en arrière, le président de la pays, chef de l'État, a présidé une cérémonie qu'on appelle la JIMA, la Journée mondiale de l'alimentation, à Bossangoa. Il a été accueilli dans un autre contexte. Cela nous rappelait l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Il a été ovationné, il a été reçu. Non, il ne faudrait pas qu'on se fonde sur ce prisme-là en disant que l'Ouam ou Bossangoa, c'est le fief du président Bozizé, seul. Faux. Moi aussi, je suis de l'Ouam, par ma mère. Ma mère est de l'Ouam. Personne, comme il y en a qui se plaisent à le dire, nul ne détient le titre foncier de la République centrafricaine. Nul non plus ne détient le titre foncier de l'Ouam, pour ne pas dire de Bossangoa. Ma mère est de Bossangoa. Je me réclame aussi de Bossangoa. N'est-ce pas? Ça, il faudrait le comprendre. C'est comme ça. À force de se complaire, à force de mettre l'accent sur cette appartenance fondée sur le terroir, on ne va pas faciliter l'intégration nationale. On ne va pas faciliter l'intégration nationale. Tout le monde dit que l'Ouam, c'est l'élévation du président du général d'armée François Bozzy Yango-Vonda, mais il n'est pas le seul à être ressortissant de cette localité. L'Ouam, c'est la deuxième préfecture en termes de nombre d'habitants, après l'Ouam-Pendé. Ma mère aussi fait partie de cette localité, de cette préfecture-là. Donc, par ricochet, moi aussi, je fais partie de cette préfecture-là. Qu'est-ce qui peut me démentir? Qu'est-ce qui peut me dénier le droit d'être aussi ressortissant de l'Ouam? Car je le suis par ma mère. Même si en Centrafrique, c'est la succession patrilinéaire. Monsieur le Premier ministre, vous parlez d'intégration nationale et l'un des piliers, c'est les conditions de vie des populations, une intégration économique. Sur ce point, la Banque mondiale, les institutions financières internationales font état de ce qu'au moins 70% de la population centrafricaine vivent encore sous le seuil de pauvreté. Sur ce point précis, c'était l'un des premiers challenges du président Faustin Archange Touadéra lorsqu'il prenait la tête du pays. Qu'en est-il aujourd'hui, 4 ans plus tard? Quel regard portez-vous sur ce défi qu'il s'était donné? Vous avez parfaitement raison. 70% de nos populations vivent de l'agriculture, à condition qu'on leur laisse le temps de vivre de leur agriculture. Malheureusement, le constat que nous faisons maintenant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le président Touadéra est venu hériter de cette situation rocambolesque, où la paysannerie n'a pas le droit d'aller cultiver. Pour peu que vous vous occupiez de vos occupations champêtres, bon, il y a les groupes armés qui arrivent, mettent le feu à vos greniers, à vos maisons, à vos cases. Vous êtes obligés d'aller vous réfugier en brousse. Comment est-ce qu'on peut parler de la culture dans ce contexte-là? On veut bien. C'est un pays
la République centrafricaine, qui vit de l'agriculture, mais à condition qu'on laisse la paysannerie s'occuper de ces oignons. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le président Touadéra a compris. Lui-même, soit dit en passant, il est agriculteur. On ne le dit pas où il est. À quelques encampés de Bangui, à Damara. Il a sa grande plantation là-bas. C'est parce qu'il croit en la vertu de l'agriculture qu'il s'investit dans l'agriculture. Le constat est là. Je déplore. Je tiens à vous dire que si on fait de l'histoire économique de la République centrafricaine, dans les années 70-80, je puis vous le dire, et ce, sans fioriture, la République centrafricaine tendait vers l'autosuffisance alimentaire dans les années 70-80. Cela veut dire quoi? Les paysans sont aussi capables, les Centrafricains sont aussi capables de produire, et de produire beaucoup. Malheureusement, avec les aléas que nous constatons aujourd'hui, il ne faudrait pas prêter les intentions à nos paysans, à nos populations, en disant que c'est parce qu'ils sont fainéants qu'ils ne produisent pas assez. Faux. Ils peuvent produire, et produire beaucoup. Malheureusement, l'insécurité qui bat son plein en République centrafricaine les empêche de pouvoir produire beaucoup. Mais que fait le gouvernement pour les accompagner, ces paysans, agriculteurs qui ne demandent qu'à améliorer leur productivité agricole et nourrir leur famille? Que fait le gouvernement pour ces jeunes centrafricains sans emploi, sans formation pertinente, leur permettant de saisir des opportunités existantes en Centrafrique? Vous savez, je suis fils de paysan, je le dis avec beaucoup de fierté. Je suis fils de paysan. Mon père a travaillé la terre d'une manière traditionnelle pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si moi je veux faire de l'agriculture, pour moi de l'économie de notre pays, il faudrait aussi comprendre une chose. L'agriculture maintenant est une science. C'est une science. Je ne peux pas investir dans l'agriculture, mais investir dans l'agriculture, comme mon père avait eu à le faire. Je le fais d'une manière réfléchie, d'une manière scientifique. C'est pour ça que le gouvernement, dans le cadre d'un projet que nous avons ici soutenu par la BAD, la Banque africaine de développement, nous avons la jeunesse pionnière nationale. Nous avons la jeunesse pionnière nationale créée par le gouvernement qui a pour mission de recruter ces jeunes, lesquels jeunes devraient être formés dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des autres petits métiers, dans le domaine de l'élevage. Que sais-je encore? Parce que l'agriculture maintenant est une science. Il faut la pratiquer comme une science et non en nous fondant sur les pratiques qui étaient la pratique traditionnelle propre à nos parents. Vous parlez de formation, vous parlez de science. J'aimerais qu'on s'intéresse au système éducatif ici en République centrafricaine. Vous êtes professeur d'université. Le système éducatif, quel regard portez-vous sur la situation actuelle et le niveau de formation des Centrafricains? Les institutions internationales comme l'UNESCO s'inquiètent de la qualité de la formation ici en Centrafrique et le niveau d'alphabétisation des Centrafricains. Quel regard portez-vous sur cette question-là? La posture qui est la mienne, je suis enseignant. Je dis que tout va bien en République centrafricaine, j'aurais fait ce qu'on appelle dans un autre cadre de la géographie positive. Non, il faudrait être critique, il faut analyser les impairs pour en apporter la solution. Le président de la République est très préoccupé par le système éducatif de notre pays. Très, très préoccupé. C'est pour ça que l'accent est mis sur l'école. En commençant tout d'abord par les hommes, les femmes, qui ont la charge d'enseigner nos jeunes, nos élèves, nos étudiants. À l'heure où vous et moi parlons, il a donné les instructions pour qu'on puisse intégrer 1700 enseignants. 1700 enseignants en République centrafricaine. Ce qui n'est jamais fait, ce qui n'a jamais été fait en République centrafricaine. On renforce la capacité par la formation. Nous avons, et aussi, il vient d'inaugurer à Bosangwa, fief du président, de l'ancien président Bozizé, une structure de formation des instituteurs.
parce qu'on n'en a pas beaucoup. C'est vrai que la Banque mondiale nous aide beaucoup dans ce cadre-là, dans les différents CPR, centres pédagogiques régionaux, qu'on retrouve dans la plupart de nos préfectures. Ces CPR ont la charge de former les instituteurs sur le financement de la Banque mondiale, ça c'est bien, mais il faudrait quand même que nous prenions nos responsabilités. C'est pour ça que le chef de l'État lui-même a décidé de pouvoir créer ce centre-là à Bossangoa. Dans le domaine de l'éducation nationale, c'est vrai qu'il y a des carences constatées, mais il me semble que ce n'est pas singulier à la République centrafricaine. On retrouve ça dans la plupart des pays d'Afrique, mais nous sommes en train d'apporter une solution, une réponse à cela. Parce que la baisse de niveau, je ne sais pas si c'est l'image d'Épinal de la République centrafricaine, même si c'est l'autre image d'Épinal, nous constatons que cela fait partie d'un paradigme, mais il faut changer de paradigme pour créer l'émulation, pour créer une pépinière de l'intelligentsia solide, prêt à prendre les destinées de la République centrafricaine en main. Justement, Monsieur le Premier ministre, c'est un débat qui revient tout le temps. 60 ans après l'indépendance de la République centrafricaine, il y a un seul mot qui revient très souvent, instabilité politique. Comment vous expliquez ça? Malheureusement, en République centrafricaine, si vous faites l'histoire politique de la République centrafricaine, c'est cette instabilité politique-là. Cette instabilité politique. Je profite de votre antenne pour attirer l'attention de mes compatriotes centrafricains que l'heure est venue pour nous de prendre nos responsabilités. Malheureusement, le constat que nous faisons. C'est vrai, localement, il y a des gens qui sont séduits par leur philosophie, par leur conception du monde, beaucoup plus des hommes politiques et non des hommes d'État. Aux grandes dames de nos populations, ce qui importe pour nous, c'est notre nombril. Mais nous préoccuper de la population, malheureusement. Voilà ce qui crée l'instabilité politique. C'est la perte de légitimité. Il faudrait le dire. Et je ne mâche pas mes mots. C'est la perte de légitimité de ceux qui sont au pouvoir. Quand bien même ils bénéficient de la légalité. Mais parce qu'ils perdent la légitimité, ça crée aussi de remous. Ça crée aussi de remous. Chez une frange de notre population, ben, ceux-là aussi, ils disent que non. Lorsque vous aviez accédé au pouvoir, vous avez pris l'engagement de vous occuper de nous. Malheureusement, le constat que nous faisons, vous ne vous occupez que de vous et de votre clientèle. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous avons à faire, c'est de nous battre pour défendre notre cause. Cela justifierait-il les coups d'État vécus en Centrafrique? Absolument. Ne faut-il pas attendre des élections pour pouvoir renouveler la classe dirigeante? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous êtes favorable, lorsqu'un pouvoir en place perd une légitimité, qu'il y ait un coup d'État pour passer à un autre pouvoir? Ah non, je dis non. C'est la résultante de la perte de légitimité. C'est ça. Les coups d'État que nous vivons, c'est la résultante de la perte de légitimité que nous constatons en République centrafricaine. Malheureusement, vous savez, moi, je tiens à vous dire une chose, sans fioriture, et je le dis à qui veut m'entendre. Lorsque j'étais nommé Premier ministre, j'avais reçu les instructions fermes du président Touadéra. Dans les mouvements que tu auras à faire, dans les différents ministères sectoriels, il faudrait que tous les Centrafricains soient... Je ne dis pas tous les Centrafricains. De là, il faudrait que les Centrafricains soient tous représentés dans la gestion des affaires de l'État. Il m'a dit, je ne voudrais pas qu'au sortir de ma mission de président de la République, chef de l'État, que l'on parle encore de tribalisme en République centrafricaine. Vous voyez? C'est ça le terreau. Le terreau des perturbations que nous vivons, des pertes de confiance. Et ce tribalisme-là, il se manifeste comment en Centrafrique? Ça commence tout d'abord par la nomination des uns et des autres dans les affaires, à la charge dans les affaires de l'État.
C'est Ok. ça commence d'abord par ça. Monsieur le Premier ministre, vous semblez pointer un doigt accusateur sur vos compatriotes. Mais que dites-vous de la communauté internationale dans l'instabilité de la République centrafricaine? Je vais y revenir. Mais je ne suis pas de ceux qui se complaisent dans le manichéisme. Je me regarde d'abord moi. Oui. Moi, j'ai ma part de responsabilité. Dans ce que nous avons vécu jusque-là, vous avez parlé tout à l'heure d'instabilité. Je suis centrafricain. J'ai aussi ma part de responsabilité. Mais puisque j'ai déjà compris que le terreau qui favorise cette instabilité-là, ça vient tout d'abord De l'intérieur. de la faiblesse de l'intégration nationale, mais ça vient d'abord de l'intérieur. Ça vient d'abord de nous, les Centrafricains. Quand on est des hommes politiques, mais on ne prend l'engagement que d'être hommes politiques et non être des hommes d'État. Comme on définit l'homme politique, comme celui qui ne s'occupe que de la prochaine élection, alors que l'homme d'État, c'est celui qui s'occupe de la population, du peuple. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux, ces hommes d'État-là. On crée un parti politique juste pour aspirer, occuper une fonction quelconque. Même si, derrière nous, c'est une carapace vide, une coquille vide, pourvu que, fort de ma présence dans un parti politique, à la tête d'un parti politique, bon, mais je sois nommé là quelque part. Ça crée déjà des distorsions. C'est pour ça que je tiens à vous dire, lorsque j'étais nommé Premier ministre, j'ai reçu des consignes fermes du président de la République, professeur Faustin Touadéra. Dans mon premier gouvernement, tous les Centrafricains des 16 préfectures étaient représentés, sauf une seule préfecture. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Mais ça, c'est pour faciliter l'intégration, la gestion collégiale des affaires de l'État. Donc vous dites qu'une n'était pas représentée. Oui, mais parce que, non, il fallait tenir compte de l'équilibre, Oui. mais les gens de cette préfecture étaient déjà occupés, étaient déjà responsabilisés dans les autres affaires de l'État. Ok. Voilà. Donc il fallait quand même tenir compte de cet équilibre-là. C'est ce que nous avons eu à faire. Je veillais au grain. À chaque fois qu'il y avait des mouvements dans les ministères sectoriels, je veillais à ce qu'il y ait cet équilibre, hein, pour ne pas qu'une préfecture domine les autres. Mais il faut qu'il y ait cet équilibre-là pour que les Centrafricains, de là où ils se trouvent, peuvent dire « je suis à l'est, je suis à l'ouest, au nord, au sud, même au centre ». J'ai quelqu'un là-bas de ma préfecture qui est dans les instances suprêmes du pays. Ça, c'est bien. C'est comme cela qu'on va faciliter l'intégration nationale. Dans ce contexte d'élection présidentielle, hein, monsieur le ministre, pour vous, quels sont les enjeux de ce scrutin au moment où le pays fait face à des crises multiformes? Quels sont les enjeux de cette élection présidentielle prévue le 27 décembre 2020? Permettez d'abord que je réponde à la question de votre collègue quand il m'a interpellé par rapport à l'extérieur, Oui. qui influencerait Oui. l'instabilité que nous vivons dans notre pays. Vous voyez? Mais ça part d'abord de nous. Ça part d'abord de nous autres Centrafricains. Il s'agit de quoi? Malheureusement, nombre de nos compatriotes, ceux qui occupent des fonctions politiques, ceux qui sont à la tête des partis politiques, d'opposition comme de majorité, pensent que leur salut ne viendra que de l'extérieur. Quand ils commencent à dire « je suis soutenu par tel ou tel responsable politique à l'extérieur » et que c'est moi qui ai droit de citer en République centrafricaine, ça crée déjà des problèmes. Naturellement, l'extérieur fait partie des clientèles de ceux-là. L'extérieur fait partie des clientèles de ceux-là. Il ne compte pas sur la population. Moi, je tiens à vous dire une chose. Le président Touadéra n'a qu'un seul patron. Après Dieu, c'est le peuple centrafricain. Il ne rend compte qu'au peuple centrafricain. Malheureusement, certains de nos leaders de partis politiques vont toujours solliciter l'entregent de telle autorité extérieure
pour que cette autorité-là puisse influer sur les grandes décisions en République centrafricaine. Et ils sont nombreux, malheureusement. Mais le peuple centrafricain n'accepte plus cela. Ça fait la fierté du peuple centrafricain que de dire que je suis peuple, au nom de ma souveraineté, c'est moi qui décide. J'ai élu mon président, je dois agir pour le soutenir. Voilà, c'est ça. Monsieur Oui. le ministre, les enjeux de cette élection présidentielle prévue le 27 décembre 2020, dans un contexte où le pays traverse des crises multiformes. Il faudrait bien raisonner. Votre question, elle est sensée. Mais il y en a qui pensent et qui disent le pays est traversé par des crises, il faut attendre la crise là pour organiser les élections. Il y a une alternative. Ceux qui pensent qu'il faut d'abord apporter la solution à l'insécurité, à la crise militaire que nous vivons dans notre pays avant d'aller aux élections. Mais moi, je dis non. Je dis non. La vie est adaptation. Ceux qui ne s'adaptent pas meurent. Ça, c'est important. Notre situation, notre pays vit dans une situation difficile. Mais moi, je suis convaincu que la solution à cette crise-là viendra des élections. Ça viendra des élections. Accepter que les Centrafricains se prononcent en toute transparence, en toute liberté. Le Centrafricain va choisir, les Centrafricains vont choisir leur président, ils vont choisir leurs députés. Au moins, on comprendra que les choses commencent à se normaliser en République centrafricaine. Mais s'il faut attendre, pratiquer une politique spectative, on attend, les bras croisés. Oui, la méthode Koué ne paye pas. Hein. Il faut attendre que le pays, que les groupes armés soient carrément éradiqués pour qu'on aille aux élections. Mais moi, je dis qu'on attendra longtemps. Cela me rappelle le Zadi de Victor Hugo, qui attend Godot, mais Godot ne vient pas. Donc, allons-y. Voilà, justement, monsieur le Premier ministre, vous venez de dire, le 27 décembre prochain, les Centrafricains en âge de voter iront pour élire le président de la République, pour ce qui est du premier tour, mais également des députés. Vous avez décidé de vous jeter à la course aux législatives. Est-ce qu'une victoire du MCU à ces élections, vous ouvrirez comme ça les portes du perchoir? Non, non, non. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui... Je tiens à vous dire ça, je vous prie de me croire sincère. Oui. Je n'ai jamais demandé un poste. Jamais. Devant Dieu et devant les hommes. Je n'ai jamais demandé un poste, à occuper un poste de responsabilité. Lorsque j'avais fini mes études en France, je suis revenu. On m'a demandé, quand on allait me nommer doyen de faculté. Les gens n'avaient pas demandé mon avis. Parce qu'ils savaient que s'ils demandaient mon avis, j'allais dire non. Peu de temps après, j'ai été nommé secrétaire général de l'université de Bangui. Je ne l'avais pas demandé. Jamais demandé. Ça m'est tombé comme ça sur la tête. Et lorsque le recteur de l'université de Bangui, la personne du professeur Fossé Kantoadira, était nommé Premier ministre, moi, je ne savais pas que j'allais être à ses côtés comme ministre directeur de cabinet pendant 5 ans, pendant 5 années. Je l'étais. Je ne l'avais pas demandé. Le clou, c'est lequel? Je m'étais engagé à le soutenir, à soutenir sa candidature à l'élection présidentielle en 2015. Parce que j'ai vu, on a eu à travailler ensemble à l'université, j'ai vu ce qu'il avait fait, sa prestation en tant que Premier ministre pendant 5 années, où il a travaillé d'arrache-pied. J'ai dit, mais pourquoi je dois m'allier derrière ceux qui se présentent à l'élection présidentielle, alors qu'il y a quelqu'un qui est là? Je le soutiens. J'ai soutenu les candidats Touadéra, il a gagné. C'était pas un risque sans casquette politique, le président Touadéra voilà, à l'époque? C'est ça. C'était pas un risque pour vous? C'était un risque, mais nous avons gagné. Qui n'ose rien à rien. Pourquoi choisir donc, pour cette fois-ci, de lui coller une chapelle politique? Oui.
Nous avons pris le risque, nous avons gagné, mais les risques là ne nous font pas gagner souvent. Il faut revenir aux normes. Le norme, c'est qu'un homme d'État, un homme politique doit être soutenu par un parti politique. Et aujourd'hui, pourquoi souhaitez-vous que les populations renouvellent leur confiance au président Faustin Archange Touadéra pour les 5 prochaines années à la tête de la Centrafrique? C'est d'abord dire pour finir. J'ai été Premier ministre, le premier Premier ministre du président Faustin Archange Touadéra. Posez-lui la question. Devant Dieu et devant les hommes, je ne l'avais pas demandé. Je ne l'avais pas demandé. C'est lui, en toute liberté, m'a nommé Premier ministre. C'est tout. Là, maintenant, vous savez, le peuple centrafricain, il faudrait quand même qu'on apprenne à lui faire confiance. C'est très, très important. Professeur Faustin Archange Touadéra, comme le préfixe l'indique, le qualificatif l'indique, il est professeur, donc il est enseignant. N'est-ce pas? Il a formé beaucoup de générations d'hommes et de femmes en République centrafricaine. Ils ont vu sa capacité à enseigner, sa capacité à gérer. Il a continué. Nous, on pensait qu'on était des candides en politique. On ne connaissait rien en politique. On est tombé comme un cheveu dans la soupe en politique. Lui, Premier ministre, moi, ministre directeur de cabinet, on ne savait pas ce que c'était la politique. Un jour, il vous fait une confidence. Je ne sais pas si cela vaut la peine que je le dise sur votre antenne. Il m'a posé la question, il m'a dit, mais mon frère, la politique là c'est quoi? Je dis, il était Premier ministre. La politique, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il m'a dit, c'est tout? J'ai dit oui. Je pensais que c'est quelque chose d'extraordinaire la politique. Mais il n'y a rien d'extraordinaire en politique. La politique ne se résume qu'en une vertu. Écoutez-moi bien. Il faut aimer son prochain. C'est ça la définition de la politique selon Touadéra. Il faut aimer son prochain. Quand vous aimez votre prochain, vous allez mieux le servir. Quand vous aimez votre peuple, vous allez mieux le servir. Il a mieux servi le peuple centrafricain quand il était Premier ministre. Le peuple centrafricain lui est redevable en 2015. Il a élu président de la République, chef de l'État. Et il continue toujours à servir ce peuple centrafricain-là. Le peuple n'est pas ingrat. Il est mature. Ok. Monsieur le Premier ministre, je préfère interroger ici le secrétaire exécutif national du mouvement Cœur Uni. Dans quelques jours, le début de la campagne électorale, pourquoi les Centrafricains devraient voter pour les listes MCU, aux législatives? Je suis moi-même candidat, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans ma localité là-bas à Baoro. Le président de la République, vous savez, au nom de la démocratie, au nom de la République, doit être soutenu par une majorité à l'Assemblée nationale. Il faut lui donner les coups de franche, d'agir, pour soutenir, pour mener à terme son projet de société. Va et solé. Malheur à l'homme seul. Il peut être président de la République, chef de l'État, mais s'il n'a pas une assemblée qui le soutient efficacement, qui soutient son gouvernement efficacement. Lequel gouvernement est appelé à mettre en musique, en pratique, sa vision. Il faudrait qu'il y ait une assemblée qui soutienne cela. C'est pour ça. La campagne démarre le samedi, le 12 décembre 2020. Et moi, je vais demander à nos populations, si véritablement vous faites confiance au président Faustin Archange Touadéra, vous savez qu'il est capable de faire mieux. Il faut voter pour ces candidats aux législatives. Comme ça, il aura les coups de franche pour agir. Agir dans l'intérêt du peuple centrafricain. Dans notre intérêt à nous tous. En 3 ans seulement d'activité, je l'ai dit 4 ans et demi, mais je dis 3 ans. Il venait d'être élu président de la République la première année. Il se cherchait pour installer les structures, installer l'administration, les institutions en place. Ça a pris pratiquement 1 an. Il a commencé à travailler pendant 3 ans. Et nous sommes maintenant à la 5e année. À la 4e année qui va découler sur la 5e. La dernière année, c'est une année électorale comme cela se passe dans tous les pays du monde.
c'est une année perdue. C'est une année perdue. Donc, vous voyez ce que Touadéra, le président Touadéra, a fait en 3 ans. En 3 ans. Je ne voudrais pas jeter des fleurs maintenant. Je fais confiance à la sagacité du peuple centrafricain qui sait observer les choses. Faisons-lui confiance. Commençons d'abord par voter les députés, par élire les députés, les candidats aux législatives qui soutiennent le président Touadéra, les candidats du MCU. Pas que les MCU. Il y a aussi une plateforme que nous avons créée qui s'appelle la plateforme BOC. C'est un